quand on a vécu des violences sexuelles, par exemple dans son enfance, ce trauma-là des violences sexuelles gynécologiques, ça réveille le premier trauma en fait. Moi, dans mon cas, c'était ça. Sauf que comme à l'époque, je n'en parlais pas, je ne faisais pas forcément de lien. Et moi, je concentrais mon attention sur l'épisiotomie, par exemple, la douleur que j'avais, etc. Tandis qu'en réalité, j'avais aussi une cicatrice intérieure que elle, je n'acceptais pas de voir. Je voyais que la cicatrice visible. AVS avec Philippe Robichon. À votre santé, ravi de vous retrouver et le plaisir pour moi de retrouver comme tous les mardis Nadia El Bouga. Bonjour Nadia. Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous. Ça va, qu'est-ce que vous nous avez rapporté de Nantes ? C'est pas trop l'accent de Nantes ça. Non, je prends l'accent que je veux déjà. En plus. C'est un Toulousain à Nantes, oui. Oui, je mets l'accent toulousain partout, voilà. Il faut savoir. Kong. Des choses très intéressantes. Donc effectivement, j'étais Vous avez apporté des gâteaux, Non, galettes, des nouvelles choses concernant l'accompagnement sexologique des femmes et des hommes et des personnes qui se sentent ni femmes ni hommes. Oh là là, on va passer une année encore. Vous avez beaucoup mangé, parce que j'ai vu que vous... Je me demande quand est-ce que vous avez travaillé, parce que vous m'avez envoyé que des photos de plats quasiment. Je vous ai envoyé les moments, donc midi et le soir. Voilà, c'est tout, mais j'ai pas mangé plus que d'habitude. Bon, un congrès de sexologues, j'aimerais tellement être une petite souris pour savoir de quoi les sexologues parlent entre eux. Il n'y a même pas besoin d'être une petite souris, tout le monde a accès au programme sur Internet. Non mais en off, je veux dire. En off, oui, ça peut être effectivement intéressant et croustillant. Bien. Oui. C'est bien pire que nos émissions, c'est pour vous dire. Oui, largement. Notre invitée s'appelle Ania Tsai. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci pour l'invitation. C'est beaucoup de plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Vous êtes résiliente, vous êtes coach en résilience. Vous accompagnez les victimes de violences sexuelles à se libérer et à reprendre le pouvoir sur leur vie. Vous êtes fondatrice et présidente de l'association Les Résilientes, qui aide justement les victimes de violences sexuelles, les femmes et les hommes d'ailleurs. Tout à fait. Parce qu'on parle souvent des femmes en l'occurrence, mais vous accompagnez les deux sexes. Oui, c'est vrai qu'on oublie souvent les hommes et ils sont nombreux aussi. Oui. Et vous publiez « Lors de nos cicatrices, se libérer et se reconstruire après des violences sexuelles » chez First Édition, un livre que vous avez rédigé avec le stylo plume d'écolière de vos 15 ans, un Waterman en métal bleu turquoise. Tout à fait, j'aurais dû le ramener, j'y ai pas pensé. Mais oui, moi j'adore l'idée que des gens écrivent encore leurs livres au Waterman. Oui. Ah oui, alors... Mais est-ce que votre encre est turquoise aussi ou... J'ai changé de couleur, c'est vrai, j'ai utilisé du turquoise, j'ai utilisé du violet, j'ai utilisé du noir et après je suis retournée au bleu effaçable des écoliers. Bon Nadia, est-ce que vous saviez ce que c'était qu'un acrostiche ? Oui. Vous saviez ce que c'était ? Oui. Moi je ne sais pas ce que c'était qu'un acrostiche. Vous plaisantez, c'est vous le saviez avant moi même. C'est quoi un acrostiche ? Un acrostiche en fait c'est comment dirais-je ? C'est un mot qui est composé du début de différents mots en fait, par la première lettre de différents mots. Voilà. Alors, on va faire quelque chose qu'on fait rarement, Nadia. On va se rapprocher de la couverture du livre d'Ania. Oui. Pourquoi est-ce que c'est important de s'approcher de la couverture de votre livre et qu'est-ce qu'on y voit ? Quand on observe bien la couverture du livre, il y a des cicatrices en or dessus en fait et qui rappellent le titre L'or de nos cicatrices. Il y a même un petit dégradé de marbre et rose, mais en bas de la couverture, on voit des lignes en or et pour moi, c'est une métaphore de la résilience en fait. C'est-à-dire que de nos épreuves, on peut en faire des forces en fait et il est possible d'appliquer de l'or sur ces blessures et de transformer ces épreuves de vie. Et ça se rapproche d'un art de la... Alors, je ne sais pas si on dit de la réparation. C'est tout à fait, ça se rapproche du kintsugi. Moi-même, je pratique le kintsugi, je me suis formée. Et je trouve que c'est une métaphore, c'est de l'art-thérapie, je dirais que c'est une métaphore de la résilience. Et comment un objet brisé, donc notamment c'est des céramiques brisées, qu'on répare, et puis ça prend du temps, il y a un processus minutieux. Et l'étape finale, c'est d'appliquer sur des lignes... de failles en fait, on va dire là où c'était brisé, à la fin on applique de la poudre d'or sur ces lignes pour révéler en fait ces cicatrices et l'objet une fois réparé est ainsi je dirais plus beau et il est unique au monde et puis je dirais même qu'il a plus de valeur qu'avant parce qu'un objet brisé on n'est pas obligé de le jeter à la poubelle, c'est possible de le réparer et de le sublimer, donc il y a un travail, un voyage d'alchimie on va dire avec cet objet là.
C'est une métaphore géniale. Effectivement, moi, c'est la première chose qui a attiré mon regard. C'est déjà la couverture de votre livre. Merci. C'est vrai que dans la couverture du livre, je trouve qu'elle me ressemble, mais il y a beaucoup de douceur et en même temps, il y a de la force dedans, en fait. Donc, c'est, je dirais, la puissance de la douceur et qu'il y a un message fort, en fait, dans cette couverture, comme il y a un message aussi fort dans le titre poétique de mon livre. Mais là, ce sont des cicatrices visibles qui sont sous la couverture. Elles sont assumées, oui. Voilà. Mais vous distinguez deux types de cicatrices. Oui, c'est vrai. Dans le livre, je parle de cicatrices visibles et d'autres qui sont invisibles. Donc, il y a des cicatrices visibles. Je tombe à vélo, j'ai une cicatrice et quand on porte à vie, elle se voit. Par exemple, quand on bronze, cette cicatrice reste blanche. Et des cicatrices invisibles, comme des traumas, par exemple, donc, notamment des violences sexuelles, c'est pas forcément quelque chose qui est visible à l'œil nu. Quand on voit une personne, c'est pas marqué sur son front qu'elle a subi un traumatisme. Et ça, c'est de l'ordre de l'invisible pour moi. Oui. Et chez vous, et vous racontez cet épisode, et là je parle à la sage-femme qui est en face de moi, Nadia, la cicatrice invisible a rejoint la cicatrice visible. Tout à fait, parce que moi-même je suis une résidente d'un viol que j'ai subi dans mon enfance, et donc ça, j'appelle ça ma cicatrice invisible, parce que si je n'en parle pas, les gens ne peuvent pas le deviner. Et moi, j'ai mis 20 ans à libérer ma parole par rapport à cet événement. Et je porte aussi des cicatrices visibles, notamment dans ma vie de femme. Voilà, j'ai été maman 3 fois. Et notamment, dans mon cas, j'ai eu des épisiotomies, en fait, pour mes 2 premiers accouchements. Et c'est vrai que là, j'ai une cicatrice qui est visible. Et c'est vrai que c'est à l'endroit où j'ai vécu aussi des souffrances, en fait. Donc, ma zone du périnée. Et moi, j'ai mis du temps à comprendre, en fait, cette symbolique aussi. Mais j'ai des cicatrices visibles qui rejoignent la cicatrice invisible. Et c'est une façon aussi, c'est mon histoire, en fait. C'est vrai que ces cicatrices, j'ai eu beaucoup de mal à les assumer. Je parle des cicatrices visibles, l'épisiotomie, parce qu'en plus j'ai eu des soucis après avec cette cicatrice qui a mis du temps à cicatriser notamment. Et à l'époque, je ne libérais pas non plus la parole par rapport aux violences que j'avais subies. J'ai mis beaucoup de temps à faire des liens, en fait, aussi. Et aujourd'hui, comme je suis en paix avec mon passé, je suis en paix avec mon histoire, et ces cicatrices, je les assume comme une œuvre de Kintsugi. Ça fait partie de moi, ça fait partie de mon histoire, et j'estime que cette blessure que j'ai transformée, en fait, que j'ai sublimée, j'en tire une force intérieure, et je mets aussi de l'or sur mes cicatrices, on va dire, et que je les accepte, et elles font partie intégrante de qui je suis. Alors oui, petite parenthèse, parce que Ania n'en parle pas longuement dans son livre, mais effectivement, elle fait référence à ces violences obstétricales et gynécologiques dont maintenant les femmes commencent à parler. Moi, je rajouterais, quand on parle de violences obstétricales et gynécologiques, en tant que sage-femme et sexologue clinicienne, je dirais même que ce sont des violences sexuelles. Parce que déjà, elles ont lieu au niveau génital, mais que c'est dans beaucoup de cas une effraction, et ça, on y reviendra, dans le corps des femmes. Et donc, pour ma part, je les classe dans les violences sexuelles. Donc, c'est pas quelque chose à prendre à la légère, parce que il y a des femmes qui, effectivement, peuvent vous parler des violences obstétricales et gynécologiques qu'elles ont vécues, exactement avec la même intensité et le même trauma que des personnes qui ont vécu des violences sexuelles par ailleurs. Je suis tout à fait d'accord. Et quand on a vécu en plus des violences sexuelles, par exemple dans son enfance, ce trauma-là des violences médicales, je veux dire, ou sexuelles, gynécologiques, ça réveille le premier trauma, en fait. Moi, dans mon cas, c'était ça. Sauf que comme à l'époque, je n'en parlais pas, je ne faisais pas forcément de lien. Et donc, moi, je concentrais mon attention sur l'épisiotomie, par exemple, et la douleur que j'avais, etc. Tandis qu'en réalité, j'avais aussi une cicatrice intérieure que je n'acceptais pas de voir, en fait. Je voyais que la cicatrice visible. Et du coup, j'ai mis quand même du temps à faire des liens. Et quand j'ai fait des liens, j'ai compris que finalement, c'était comme une sorte de... Il y avait un transfert aussi, forcément. Oui. Alors, Ania, votre vie bascule le 26 février 1994. C'est une nuit de cambriolage, en pleine nuit, donc. Et vous dites que la peur de mourir a été plus forte que tout. Et vous avez fait le choix, ce jour-là, de vous taire pour oublier à jamais cette nuit. Alors que quand même, on vous a tendu des perches pour vous libérer de ce que vous aviez vécu. Oui, tout à fait, même à plusieurs reprises, j'ai eu des perches, mais je n'ai pas su les saisir. Parce qu'à l'époque, dans mon cas, c'est vrai que le viol, c'est quelque chose de terrible, mais
dans mon cas, je m'estimais quand même chanceuse, on va dire. Enfin, j'étais un peu miraculée de la vie parce que je me dis, mais cette nuit-là, ma peur la plus profonde, c'était en effet de mourir. Donc je me suis dit, mais là, comme je suis en vie, je ne peux pas me plaindre, enfin, parce que pourvu qu'il me laisse en vie, qu'il me laisse en vie. C'était ça ma peur la plus profonde, de mourir cette nuit-là. Et je me dis, à 15 ans, je suis trop jeune pour mourir. Et donc, finalement, c'est vrai, je me suis dit, j'estime avoir de la chance dans ce drame-là. Et donc, je préférais me taire parce que je me dis, n'en parlons pas. Avec le temps, ça va passer. Et les perches, c'est vrai que je n'arrivais pas à les saisir. Parce que vos parents sont allés au commissariat, voilà, vous-même vous allez au commissariat, et le policier qui vous interroge vous demande vraiment si vous n'avez rien à rajouter, quoi. Tout à fait. À moi, et oui. Il n'a pas demandé à mon petit frère aussi qui était à côté de moi lors de l'audition. Et je me suis dit, mais pourquoi il me demande à moi? Sans doute que voilà, il a décelé quelque chose. J'ai pas su saisir cette perche parce que je n'étais pas prête. Peut-être que vos parents lui avaient dit. Mes parents ne savaient pas. Eux-mêmes, ils l'ont découvert plus tard. Ou peut-être qu'ils sont. Moi, je me suis posé la question de savoir si vos parents le savaient pas. Peut-être inconsciemment, ils savaient. Enfin, je pense qu'ils savaient qu'il y avait quelque chose. Ils étaient dans la chambre à côté, vos parents. Oui, ils étaient dans la chambre à côté parce que moi c'était un cambriolage qui avait mal tourné, mais eux-mêmes ils avaient aussi d'autres violences, on va dire. Et alors, je sais pas si s'en douter, mais je pense que de par mon comportement après l'événement, parce que j'avais quand même du stress post-traumatique. Votre maman, ma mère a fait des liens. Je faisais des cauchemars, j'avais des flashbacks. La nuit, je me réveillais comme ça en sursaut. Et je pense que peut-être qu'elle savait pas en fait l'ampleur des dégâts chez moi. C'est parce que peut-être, on va dire le cambriolage avec les violences, déjà c'est un trauma. Donc peut-être qu'elle pensait que c'était ça qui réveillait, mais oui, qui était la cause de mes souffrances. Donc, mais sans doute que je peux pas parler en son nom, mais quand elle a su des années plus tard, peut-être qu'elle savait qu'il y avait quelque chose, mais elle n'était pas allée chercher plus loin. Et moi-même, j'ai refusé la perche qu'elle m'a tendue quand elle m'a posé la question, est-ce qu'il t'est arrivé autre chose cette nuit-là? Est-ce qu'on t'a touché? J'étais pas prête à en parler. Et je sais pas si elle était prête à l'entendre, mais en tout cas, on en est resté là. Et enfin, quelques années plus tard, vous lui demandez si elle a le nom et le numéro de téléphone du cambrioleur. Oui, alors là, il s'est passé presque une vingtaine d'années quand je lui ai demandé ça. Et je lui ai demandé à ce moment-là, c'est là qu'elle a su, en fait. C'est là qu'elle a su quand je lui ai demandé, est-ce que tu peux me donner le nom du cambrioleur? Parce que mes parents avaient toujours eu des suspicions sur l'un des complices du cambriolage. Et là, il m'a demandé, mais pourquoi tu veux savoir tant d'années après? Et là, j'étais obligée de lui dire, mais j'arrivais pas à mettre le mot dessus. Je lui ai dit, mais parce que cette nuit-là, on m'a fait quelque chose. J'étais une enfant et c'est impardonnable. Je peux pas pardonner. Et j'ai envie de me venger. Voilà, parce qu'à l'époque, j'étais vraiment j'avais beaucoup de colère, de haine, de ressentiment et j'avais besoin de me venger. Alors, quand je disais venger, c'était plutôt me rendre justice et j'avais besoin à un moment de dénoncer. Le faire souffrir. Voilà, c'est ça, se faire souffrir comme moi je souffrais en fait, des souffrances que je portais depuis de trop nombreuses années. Et puis c'est là qu'elle a compris quand j'ai dit il m'a fait des choses enfant. Et sans dire vraiment le mot, mais c'est là qu'elle a réalisé, j'ai dit il a fait des choses qu'on ne fait pas à des enfants et qu'on fait entre adultes. Et là elle a compris en fait. Oui. Elle a compris. Alors, je voudrais revenir sur cette question parce qu'elle me semble-t-il fondamentale parce que ça revient assez souvent, des personnes justement qui disent, parce que ce que vient de vous dire Philippe et ce que vous soulevez vous-même dans votre livre, on m'avait tendu plusieurs perches et je n'ai pas su en fait. C'est pas que les personnes n'ont pas su, c'est qu'elles n'ont pas pu. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas oublier quand même que nous vivons dans une société où il y a un système instauré de non-dits et que pour le moment, alors avec la période maintenant post-MeToo, ça commence à se reconfigurer autrement, mais il faut savoir qu'on ne laisse pas l'espace aux gens pour pouvoir révéler ou pour pouvoir dénoncer ce qui s'est passé. Ça, c'est quand même quelque chose de très important. Donc, au même titre qu'il faut arrêter de mettre la charge de la culpabilité du côté des victimes, il faut arrêter aussi de mettre la charge de l'annonce du côté des victimes, parce que ce qu'il faut qu'on fasse tous et toutes, c'est d'abord changer le fonctionnement et faire en sorte que parler de violence sexuelle, de viol, d'agression, ce soit quelque chose qui se banalise et que les personnes concernées n'aient pas une trouille d'enfer de perdre leurs proches, leurs amis et tout ce qui s'ensuit derrière. Voilà, comment se reconstruire après des violences sexuelles? On en parle avec notre invitée Nadia qui s'appelle Ania Tsé,
Anya, c'est le nom de votre ville de Anya, c'est un prénom chinois, et c'est vrai que dedans il y a un sens en fait, parce que c'est par rapport à mon village de naissance, hein. Et aussi dans mon prénom ça veut dire en fait la paix, et ça veut dire aussi élégance. Voilà. Et moi j'ai mis beaucoup de temps déjà à accepter mon prénom, parce que j'avais pas un prénom français comme mon frère, voilà, parce que moi j'étais née en Chine mais je suis arrivée en France, j'avais 1 an. Et c'est paradoxal parce que moi, j'étais pas en paix avec moi-même. J'ai mis énormément de temps à trouver cette paix intérieure et accepter déjà qui je suis. Donc, accepter aussi mon prénom, mon histoire. Tout à fait. Alors, non seulement votre prénom est très joli, mais en plus, il est très original. Donc, pour le coup, c'est votre marque maintenant. Aujourd'hui, je l'adore, mon prénom. Mais je me rappelle parce que lors de ma naturalisation à 18 ans, j'ai demandé la naturalisation pour être française. On m'a proposé de franciser mon prénom en Anne, Annie, ou d'ailleurs, je pouvais choisir n'importe quel prénom. Je pouvais m'appeler Sophie si je voulais. Et là, je me suis dit, en fait, non, je garde. Et ma mère m'a encouragée, mais si, change de prénom, prends un prénom français, ça fera mieux pour s'intégrer et tout. Je dis, non, en fait, mon prénom, c'est moi, je me vois pas. Si demain on m'appelle Sophie ou Marie, je me reconnais pas dedans. Oui. Et aujourd'hui, non, je changerai pas mon prénom, je l'adore. Anya, alors vous avez 15 ans quand votre vie bascule. Vous avez mis toute cette histoire sous le tapis pendant 20 ans. Tout est resté sous le tapis. Vous êtes devenue Madame Parfaite. Oui. Vous avez une vie parfaite. Je portais le masque de Mademoiselle Parfaite. Après, je suis devenue Madame Parfaite quand je me suis mariée. C'est un masque, je pense que qui avait beaucoup de bénéfices aussi pour moi. C'est pour ça que j'ai porté autant d'années, parce que je pouvais choisir ce que je montrais de moi. Donc, c'est-à-dire que si je ne montrais pas mes failles, ma vulnérabilité, ce que j'estimais être mes imperfections ou mes faiblesses, les gens verraient la même chose. Donc, si je choisis de montrer que ma force, mon courage, ou que tout va bien dans ma vie, pour moi, c'était une façon de me revaloriser aussi. Voilà, parce que j'avais à l'époque une faible estime de moi, et du coup, j'avais pas trop confiance en moi. Je percevais pas ma valeur personnelle. Donc, on est très nombreux, je pense, à porter des masques. Je me dis, si je montre que tout va bien, les gens obligatoirement vont le croire, et que si je montre comme parfaite sans aucune altération, ils verront cette valeur-là en fait, que j'ai de la valeur en fait. Tandis que au fond de moi, je me sentais inférieure, dévalorisée, humiliée, je me sentais honteuse, et c'était ma façon à moi de contrôler, parce que j'étais vraiment dans le contrôle. Et je me dis ça, je peux maîtriser mon image, je peux contrôler mon histoire. Ouais. Et puis, à quel moment donc finalement votre histoire vous rattrape ? Elle a commencé à me rattraper, j'avais la trentaine, donc il s'est passé une vingtaine d'années. Et puis dans mon cas, c'est pas une chose en soi, c'est que j'ai eu dans ma vie l'accumulation de plein de choses qui n'allaient pas. J'avais des problèmes de couple. Après, j'ai eu j'ai eu un burn-out aussi. Dans ma famille, j'ai perdu 5 membres de ma famille en l'espace de 6 ans, tous du côté de ma mère. Donc j'avais un décès par an, et chaque année, il y avait un processus de reconstruction et de résilience après chaque décès. Et puis à un moment, parmi cette série d'essais, j'ai perdu ma jeune cousine qui avait 15 ans. Elle est décédée des suites d'une leucémie, et j'estime qu'elle n'aurait pas dû mourir, mais elle n'est plus là aujourd'hui. Et là, ça a réveillé quand même des choses en moi. J'ai dit, mais je ne comprends pas pourquoi l'âge que vous aviez, vous. Voilà, c'est l'âge que moi j'avais. Donc c'est l'âge que j'avais quand moi j'ai subi le viol. Et je me dis, mais quel est le sens en fait ? Pourquoi les médecins n'ont pas pu la sauver à 15 ans ? Elle aurait dû rester en vie. Et moi, cette nuit-là, j'aurais dû mourir, et moi, je ne suis en vie. Donc j'ai commencé à me poser des questions de cet ordre-là, et j'ai pas trouvé de réponse. Et j'avais aussi un mal-être dans ma vie. Donc je me dis, mais comme j'ai une vie parfaite, avec un mari parfait, des enfants parfaits, un boulot parfait, et tout va bien, comment ça se fait qu'en moi, je ressens quand même une sorte de vide intérieur ? Je suis pas 100% heureuse, et pourtant j'ai tout ce qu'il faut, je manque de rien, je mange à ma faim, j'ai tout, mais qu'est-ce qui me manque en fait ? Donc j'ai commencé à chercher je me cherchais moi-même en fait, c'est une quête de sens et d'identité. Et chercher le sens de ma vie, et je ne trouvais pas forcément les réponses. Et dans cette série-là où j'avais des problèmes de couple, mon boulot, il n'y avait plus du tout de sens non plus. Et après, c'est vrai que j'ai commencé à libérer ma parole auprès d'un ami qui était au courant pour mes problèmes perso. Et je lui ai dit, écoute, aujourd'hui, il faut que je te parle d'autre chose. C'est pas les problèmes de couple, c'est ça, mais il n'y a pas que ça en fait. J'ai autre chose qui me pèse. Et ce jour-là, je me suis sentie suffisamment en confiance et prête pour lui dire, parce que ça me pesait tellement, il fallait que ça sorte. Voilà, c'était un boulet que j'ai traîné pendant 20 ans, et il fallait absolument que je m'en
libère, et c'était la bonne personne au bon moment, en fait, je pense. Et vous lui avez tout balancé, comme vous dites. Je ne lui ai pas fait un cadeau parce qu'il s'y attendait pas. Je lui ai balancé le morceau. Et en fait, étonnamment, moi, je m'attendais à ce qu'il ait pitié de moi, hein, parce que je pensais que, voilà, je me suis dit, le jour où je dirais, les gens, forcément, auront pitié de moi, pauvre victime, c'est terrible, tu peux jamais être heureuse. Voilà, je sais pas si je cherchais ça, mais je m'attendais à ça, en tout cas. Et en fait, il a eu une réaction, je m'attendais pas à ça. Il m'a dit, ok Agnès, ce qui t'est arrivé, en effet, c'est terrible. Mais tu sais, ça c'est ton passé et ça ne te définit pas. Et tu peux aujourd'hui choisir de ne pas regarder sans arrêt le passé. Le présent et l'avenir t'appartiennent. Et tu peux choisir ce que tu vas en faire. Donc il m'a dit, après, ces mots qui peuvent sembler durs, mais il l'a dit avec tellement de bienveillance. Il m'a dit, Anya, tu sais, tu peux choisir de ne pas rester une victime toute ta vie. Alors sur le coup, j'ai été étonnée. Je me dis, il me dit, si, moi je suis une victime. Mais quand il l'a dit quand même avec beaucoup de bienveillance et douceur. Et il me dit, mais quand il dit tu peux choisir, moi j'ai compris, en fait, tu as le choix. Et je dis, ah oui, j'ai le choix et tu peux choisir ton présent aujourd'hui, ton avenir demain et ton passé, ce qui t'est arrivé. D'accord, il a dit, c'est terrible, donc il a reconnu quand même. Il dit, en effet, c'est terrible, j'ai eu la reconnaissance. Mais il ne s'est pas arrêté au drame. Il s'est dit, ça ne te définit pas. Et tu as le choix aujourd'hui, soit tu restes victime, soit tu choisis d'avancer, donc tu redeviens responsable de ta vie. Et quand il m'a dit que j'avais le choix de ne pas rester une victime, il s'est passé quelques secondes dans ma tête où ça m'a semblé bien plus long et je me dis, mais il a raison. Ça fait un déclic dans ma tête. Je me dis, mais en fait, il a raison. Je me voyais pas en fait comme quelqu'un qui avait le choix. Je me voyais comme une victime. Donc du coup, je suis obligée de subir. Et quand on subit, ça veut dire qu'on est impuissant dans sa vie. Moi, je me voyais comme impuissante. Je vais mal. Je comprends pas pourquoi moi. Pourquoi ça m'arrive. Autorisé à vous projeter. Et voilà, quand on donne le choix à quelqu'un, c'est qu'aujourd'hui, j'ai un libre arbitre et je peux choisir. Et si je peux choisir dans ma vie, c'est que je peux sortir en fait de ce statut de victime ou cette étiquette que je m'étais collée. Et avoir le choix, ça veut dire j'ai du pouvoir, je peux reprendre ma puissance personnelle. Et j'ai compris ça. Quelquefois, une phrase, ça peut vraiment changer la vie. Et moi, c'était le cas. Il vous en a donné une deuxième, d'ailleurs. Puisque finalement... C'est le même ami, oui. Oui. Puisque vous retournez le voir pour lui demander pourquoi moi, pourquoi ça m'arrive. J'ai posé la même question parce qu'il dit, tiens, ça, comme il m'a dit des phrases cette phrase-là qui m'a beaucoup aidée. Et un jour, je lui ai dit, mais je comprends pas, mais pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive? Parce que je cherchais quand même encore la raison. Parce que je cherchais beaucoup de sens, en fait, aussi. Et il m'a dit, Anya, c'est parce que toi, tu es assez forte pour surmonter cela. Et là, ça, tout de suite, ça a résonné en moi et je me suis dit, j'avais pas vu les choses sous cet angle. Parce que quand on me pose la question pourquoi moi, parce que vous pensiez que vous le méritiez en fait, d'une certaine façon. Oui, je pensais le mériter, je pensais que c'était mon karma ou que j'avais fait quelque chose de mal. Et finalement, il l'a vu, il m'a pas vu en tant que victime en fait. Il m'a dit, c'est parce que toi, tu as les ressources en toi en fait, tu es assez forte pour surmonter ça. Et ça renversait en fait, s'il y avait un point de bascule à ce moment-là. Et là, je me dis, mais du coup, je peux agir. Ça veut dire ça, je peux agir. Parce que si je suis assez fort pour surmonter cela, je peux mettre des choses en place, je peux faire des choix qui vont faire que je vais commencer à me libérer et avancer dans mon parcours de reconstruction. Donc cette phrase-là était vraiment très très puissante. Oui. Moi, cette phrase, elle m'a fait penser à un verset coranique, justement. Il y a un verset qui dit La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ça veut dire on n'a pas de charge en fait plus importante que ce qu'on est en mesure de supporter. Ça a tout de suite fait un déclic dans ma tête. Je me dis mais c'est vraiment une phrase de coaching en fait. Oh oui, c'est vrai, on me l'a dit cette phrase parce qu'à un moment je demandais aux gens mais d'où vient cette phrase et quelqu'un m'avait dit ça, Dieu n'impose pas à une âme une charge supérieure à sa capacité, c'est ça. Et j'ai trouvé ça beau. J'ai dit mais oui, c'est magnifique en fait. C'est la même phrase dite d'une autre façon, mais c'est le même message. En fait. Tout à fait, exactement. Et cette phrase, elle est valable et utile pour toutes les épreuves, Nadia, qu'on traverse dans la vie, en fait. Oui, tout à fait, exactement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a très souvent cette question du pourquoi moi, pourquoi est-ce que j'ai un mauvais karma, est-ce que Dieu ne m'aime pas pour ceux qui sont croyants, ou est-ce que le destin, l'univers se ligue contre moi pour ceux qui n'ont pas forcément croyants dans une religion particulière. Et donc effectivement, lorsqu'on se répète cette phrase, parfois même comme un mantra, on se dit mais oui, en fait c'est vrai, j'ai la capacité en moi finalement de supporter
mais supporter, pas au sens de j'intègre et je reste passive. Hein. Vraiment, porter, c'est quelque chose qui est actif. Hein. Donc, de porter ça et le mettre en dehors de moi et pouvoir procéder justement au changement que nous propose Ania. Ça me rappelle moi, je suis praticienne en PNL et il y a un présupposé qu'on dit en PNL, c'est chacun a les ressources nécessaires à son propre changement. Donc, c'est un petit peu le même message aussi, mais qu'on a les ressources en nous pour changer ce qui ne convient plus aujourd'hui dans notre vie. Tout à fait. Alors pourquoi les questions, vous voyez, j'ai commencé par pourquoi, pourquoi les questions qui commencent par pourquoi sont interdites? Je les appelle les questions interdites pour quand on s'adresse aux victimes, parce que souvent on a tendance à demander aux victimes de se justifier de ce qu'elles ont subi. Donc pourquoi tu étais là, pourquoi tu n'as pas parlé plus tôt, pourquoi tu étais habillée comme ça, pourquoi tu as trop bu, etc. Et la question pourquoi, ça appelle une réponse qui commence par parce que. Donc quand on demande pourquoi à quelqu'un, ça s'appelle une justification et j'estime qu'une victime, elle n'est pas responsable et elle n'est pas coupable des actes qu'elle a subis. S'il y a quelqu'un qui doit justifier des actes commis, c'est bien l'auteur des faits, donc l'agresseur ou le violeur par exemple, dans le cas de violence sexuelle. Et une victime, on n'a pas à lui poser ces questions, j'appelle interdites, parce que c'est comme si en lui posant ces questions qui commencent, on retourne la charge de la culpabilité vers la victime, tandis que cette culpabilité ne lui appartient pas. Et c'est vrai qu'on est dans une société qui a tendance, parfois inconsciemment, de culpabiliser la victime, et donc on a quand même un rôle à jouer. Quand on pose une question à une victime, c'est pas lui demander de se justifier, mais lui dire je te crois, je t'entends, je suis là pour toi, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider. Enfin, déjà, écouter et accepter en fait cette parole, et pas la questionner pour lui renvoyer encore plus de culpabilité. Et qu'est-ce que vous en faites de ces questions qui commencent par pourquoi, vous alors? Si on nous pose des questions qui commencent par pourquoi, moi je dis il faut demander à la personne qui a commis des actes, par exemple. Pourquoi? Je sais pas, mais pour moi c'est une question auquel on n'a pas à répondre. Donc, mais c'est vrai que très souvent on nous pose ces questions et que ce soit même, j'ai entendu, moi j'accompagne des personnes qui ont subi des violences sexuelles, j'ai des personnes qui me disent, même au commissariat de police, on m'a demandé, pourquoi j'ai pas parlé plus tôt, ou pourquoi j'ai trop bu, etc. Et je trouve que ça porte un jugement quand on demande pourquoi, c'est comme si c'est déjà le procès de la personne. Alors on peut peut-être poser une question pourquoi, mais dans ce cas il faut expliquer. Je vous demande pourquoi vous étiez habillé comme ça, etc. Parce que dans le cadre de l'enquête, ça m'aide. Si on regarde des vidéos de caméra, on a besoin de savoir comment vous étiez habillé. Ça, mais il faut expliquer dans ce cas pourquoi on pose cette question. Pourquoi? C'est pas qu'on est dans le jugement où on fait pas le procès de la personne, mais parce qu'il y a une intention. Expliquer quelle est l'intention en fait. Donc je pense que je dirais, si on me pose une question qui appelle une justification et qui me dérange, je vais demander quelle est ton intention derrière cette question. Et même si je reviens sur l'exemple de la tenue vestimentaire, on peut tout simplement dire comment vous étiez habillé, pas pourquoi vous étiez habillé, parce que déjà c'est très nuancé. Mais même comment vous étiez habillé, j'estime que la tenue ne donne pas le droit à quelqu'un, bien sûr. Même si on est toute nue, on se promène toute nue dans la rue, ça ne donne pas le droit à quelqu'un de nous agresser. Mais je pense d'expliquer quand même aux gens, je pose cette question, c'est pas contre vous, mais parce que j'ai besoin d'avoir des explications par rapport, à l'enquête. On peut entendre en fait que cette question, on y répond, mais il faut donner une explication à la personne. Voilà, comment se reconstruire après des violences sexuelles. Notre invitée, c'est Ania Tsay, qui publie L'or de nos cicatrices. Vous êtes d'accord avec le mot reconstruire ? Moi, je préfère le mot reconstruction à réparation, et j'en parle quand je parle du kintsugi. Pour moi, le mot réparation, c'est un processus où j'ai l'impression que c'est quelque chose d'une réparation rapide. Donc, par exemple, je recolle des morceaux avec de la glu 3, par exemple, et je ne sais pas combien de temps ça va tenir la réparation. Pour moi, reconstruction, c'est un processus, et dans reconstruction, ça veut dire pour moi construire à nouveau. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une forme de renaissance, en fait. Il y a une nouvelle vie de l'objet. Donc, je préfère le mot reconstruction. Alors, quelque chose qui est très important pour toutes celles et tous ceux qui nous écoutent, c'est que le corps a une mémoire, et vous nous dites que le corps s'exprime toujours par là où il a souffert, et ça, vous l'avez découvert. Oui, pareil, j'ai mis 20 ans à le découvrir, c'est quand j'ai libéré ma parole que j'ai découvert le lien entre le corps et le trauma, en fait, dans mon cas, puisque comme je libérais pas ma parole, en fait, pour moi, tout ce qui est refoulé s'imprime dans notre corps. Donc, ce qui n'est pas exprimé s'imprime, et ce qui est imprimé va chercher un moment, un moyen de s'exprimer. Donc, dans mon cas, c'est mon corps qui parlait à ma place. Comme je ne pouvais pas mettre des mots sur les violences que j'avais subies, mon corps s'exprimait. Donc, notamment, moi, c'était des troubles gynécologiques.
Et parce que c'est l'endroit où j'avais souffert, je ne pouvais pas souffrir, on va dire, du cou, du genou, du pied. Moi, les violences, c'est la zone du périnée et j'avais des symptômes à cet endroit-là, en fait. Et ça peut paraître étrange de dire comment ça se fait que tu as mis 20 ans à comprendre, mais moi, à l'époque, parce que je soignais que des symptômes. Donc, je dis, j'ai pas de chance, voilà, j'ai une infection, j'ai une mycose, j'ai ceci, cela. Je cherchais, en fait, des moyens pour guérir des symptômes. Et comme je faisais pas de lien, et puis même on me questionnait pas, c'est bizarre quand même d'avoir tout le temps, tous les mois des infections, des mycoses. On m'a jamais demandé est-ce qu'il vous est arrivé quelque chose. Peut-être que les gens n'étaient pas formés ou ils cherchaient pas, mais c'est souvent on est face aussi à une médecine qui soigne des symptômes, en tout cas dans mon cas. Et après, comme ça atteint des limites, parce qu'avec le temps, mon corps s'exprimait de façon plus violente, avec des symptômes, on va dire, de plus en plus gênants et plus graves, on va dire. La médecine classique ne pouvait plus me soigner, donc j'ai dû me tourner vers la médecine alternative, vers l'acupuncture, des soins énergétiques, des choses comme ça, parce qu'à un moment, on m'a dit, il faut attendre, ou on ne peut pas expliquer médicalement. En fait, on ne peut pas expliquer. Moi, dans mon cas, à un moment, j'avais un arrêt de mes règles pendant 6 mois. Et le gynéco m'a dit, médicalement, tout va bien, c'est pas la ménopause parce que j'étais trop jeune. Je sais pas, peut-être c'est un stress, ou peut-être, mais vous inquiétez pas, ça reviendra, faut attendre. Au bout de 6 mois, je trouvais ça quand même long. Et je suis allée voir une acupunctrice, et il s'avère qu'en une séance, le lendemain, mes règles sont revenues. Donc peut-être que c'est une coïncidence, mais quand même, pour moi, ça ne l'est pas. Et là, j'ai commencé à comprendre, et après, quand j'ai libéré ma parole aujourd'hui, j'ai plus du tout de symptômes gynécologiques, parce que vu que j'ai verbalisé, mon corps n'avait plus besoin de parler à ma place. Puis dans mon cas, avec des symptômes gynécologiques, j'avais aussi des symptômes au niveau de toute la sphère ORL, parce que comme je n'exprimais pas avec la parole, j'avais des problèmes d'abord des angines, des maux de gorge. Ça, c'est pas très méchant, on va dire, mais avec le temps, c'était des laryngites, j'avais des extinctions de voix. Donc le matin, je me réveillais, j'avais plus de voix, j'étais aphone. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Je comprends pas. Et parce que, du coup, mon corps ne s'exprimait à ma place. Ça veut dire que là, tu as quelque chose de bloqué qui reste en travers de la gorge, il faut que tu parles. Et après, quand j'ai compris, aujourd'hui, j'ai plus du tout ça. J'ai plus besoin de voir de médecin, prendre des traitements constamment, parce que j'ai libéré une charge émotionnelle bloquée aussi. Donc, on voit l'importance de libérer la parole. Aujourd'hui, vous aidez des personnes, justement, à sortir de ce qu'ils ont vécu, à sortir du trauma. Mais comment est-ce que vous aidez les gens à parler plus tôt et justement à passer à cette étape de libérer la parole ? Moi, j'accompagne des personnes qui ont notamment vécu des traumas et des violences sexuelles. Déjà, moi, je pense que ça passe par une étape d'accepter ce qui nous est arrivé. Parce que pour moi, c'est difficile de se reconstruire si on reste dans le déni ou la minimisation ou la négation de ce qui est arrivé. Parce que moi, pendant longtemps, c'est que je minimisais aussi ce qui m'était arrivé, ou voire j'étais dans le déni. Donc, pour moi, si on n'accepte pas que cette réalité existe, ça va être compliqué d'avancer. Je ne connais pas de parcours de reconstruction ou de résilience qui ne commence pas par l'acceptation, en fait. Donc, moi, comment je vais accompagner, c'est je vais aider les gens à prendre conscience, en fait, des faits. Il y a des choses qui sont factuelles. Si on a subi des violences, c'est factuel. On a subi tel ou tel acte, par exemple. Mettre des mots juste dessus aussi. Parfois, quand on a vécu des violences sexuelles, on a tendance à se dire oui, c'est des attouchements. Mais par contre, c'était peut-être pas des attouchements, c'est peut-être une agression sexuelle. Et s'il y a pénétration, ça s'appelle un viol. Mais le fait de minimiser, ça n'aide pas en fait non plus. Il faut poser des mots justes. Je pense déjà, c'est une première étape. Et c'est vrai que il y a beaucoup de personnes. Moi, je fais aussi des groupes de parole via mon association, par exemple, ou ceux que j'anime en tant que coach et thérapeute. Les gens ne se sentent pas légitimes parce que si on ne leur dit pas tu as subi un viol, on a tendance à dire je suis pas trop sûre, ou peut-être que c'était que des attouchements, ou peut-être que c'est un peu ma faute ou que je l'ai provoqué. En fait, poser les mots juste sur ce qui nous est arrivé, ça va aider énormément déjà dans un parcours de reconstruction. Alors justement, vous proposez différents outils, et dans vos outils, alors il y a une proposition de verbaliser, ça c'est ce que vous faites dans les groupes de parole par exemple, mais vous proposez également ce que vous avez fait vous personnellement, c'est-à-dire l'écriture. Oui, alors moi dans mon cas c'est vrai que j'ai verbalisé et après j'ai écrit aussi parce que ça m'a énormément aidé dans mon parcours. Donc alors, c'est vrai que quand on dit libérer sa parole, on va penser tout de suite le fait d'en parler. Alors, c'est une option, c'est possible, mais il y a des personnes qui se libèrent via l'écriture, libérer des mots. On n'est pas obligé d'écrire un livre et publier son témoignage, ça peut être aussi une option, mais déjà on peut écrire pour soi. Et je trouve que l'écriture, ce qui est très puissant, c'est que ça permet déjà d'apporter de la clarté, parce qu'avec des mots on peut, pour moi, remanier son traumatisme, réécrire l'histoire en fait, dont on est le héros ou l'héroïne, c'est-à-dire que
ça permet de décharger des émotions, ça permet une libération. Et le fait d'écrire aussi son histoire, ça permet de prendre une distance et du recul aussi. Souvent, quand on parle et quand on est encore dans les émotions, c'est difficile de parler, on peut pleurer, être en larmes, etc. L'écriture, c'est un moment de soi avec soi, en fait. C'est un moment d'introspection. Et ça, pour moi, c'est vraiment, il y a une transformation qui s'opère, en fait. Pour moi, c'est vraiment thérapeutique, l'écriture. Dans mon cas, ça m'a énormément aidé. Mais Ania, pendant longtemps, vous avez cru que vous pouviez vous en sortir seule et que vous étiez suffisamment forte pour le faire. Oui, j'étais suffisamment dans le contrôle aussi, je dirais. Oui, mais ça, c'est aussi peut-être quelque chose qu'on retrouve chez d'autres qui disent, oui, mais de toute façon, je suis assez forte ou je suis assez fort. C'était une injonction aussi. Je me dis, je suis forte, voilà, sois forte. Mais sois ça, parfaite. vous avez compris que c'était pas possible de s'en sortir toute seule. Alors, j'ai pas la prétention de dire que c'est impossible de s'en sortir seule, mais à un moment, moi, j'ai essayé les deux options. J'ai essayé seule pendant 20 ans. Voilà, c'était quand même dur, douloureux. Et puis, le plus dur, je trouve, en tout cas, dans mon cas, c'était le parcours de solitude parce que je me sentais seule, en fait. Et quand j'avais des ruminations, des pensées un peu négatives, des pensées noires, il n'y a personne qui pouvait m'aider. Et la sensation d'être seule, ça, elle est très, très fréquente quand on a subi des violences sexuelles. Et je dirais que j'ai essayé l'option après un moment, quand j'ai commencé à verbaliser, et j'ai fait une thérapie d'un an, j'ai remarqué que moi, dans mon cas, j'ai fait un bond en avant spectaculaire. Parce que d'avoir le recul. Moi, c'était une psychanalyste, une psychothérapeute psychanalyste, donc j'ai fait 1 an de psychanalyse. Et dans mon cas, ça m'a énormément aidée parce que elle avait une autre perception, elle avait un recul que je n'avais pas, et c'était une personne neutre aussi, donc elle n'était pas dans le jugement. Moi, je me jugeais beaucoup déjà. Je portais la culpabilité en moi, j'étais dans l'auto-jugement, l'auto-sabotage, et tout ce qu'on veut. Et elle avait un autre regard dessus, et ça m'a permis de changer de position, de dire j'avais pas vu les choses sous cet angle-là. Et l'accompagnement, je pense que c'est un accélérateur de processus. Tout à fait. Oui, en fait, c'est important ce que vous avez dit, Philippe, parce que lorsque l'on dit je suis assez forte pour pouvoir m'en sortir toute seule ou tout seul, ça voudrait dire qu'en miroir, il y a la faiblesse, en fait. C'est-à-dire que si de l'autre côté, c'est que je me sentirais faible si j'allais demander de l'aide. Et en fait, il faut, au même titre que vous le dites très joliment dans votre livre, vous parlez d'émotions, vous dites que vous n'aimez pas parler d'émotions négatives et positives. Oui, c'est mais agréable, désagréable, voilà. C'est du même ordre là aussi. Et moi, je dirais que demander de l'aide, au contraire, pendant longtemps, j'ai cru que c'était de la faiblesse de demander de l'aide à quelqu'un, parce que je me dis, je préfère m'en sortir seule, et dans mon cas, c'était pas que par rapport à ça, mais tout dans ma vie, je faisais tout toute seule, je demandais de l'aide à personne, j'étais débordée, mais je faisais tout toute seule. Et quand j'ai compris que demander de l'aide, c'est dur, au contraire, ça demande beaucoup de force, de courage, et c'est d'humilité aussi, en fait. Dire, en fait, je ne sais pas tout, il y a des choses où c'est trop dur pour moi, j'accepte de me faire accompagner, aider. Et vraiment là, ça demande de la force et du courage. Vous expliquez que c'est cultiver la gratitude qui a eu l'effet le plus transformateur dans votre vie. Qu'est-ce que ça veut dire que de cultiver la gratitude? Et au quotidien, comment on l'applique? Tout à fait. Dans mon cas, c'était, on va dire, le rituel que j'ai mis en place dans ma vie qui a eu l'effet transformateur le plus important, en fait. Parce que moi, pendant longtemps, j'étais, on va dire, je focalisais mon attention sur ce qui n'allait pas dans ma vie. Voilà. Il m'arrive des tuiles ou des malheurs, j'ai raté mon métro, mon réveil n'a pas sonné, et puis voilà, j'ai pas de chance. Et du coup, sur quoi on focalise notre attention, c'est ça qui va se développer dans notre vie. Donc si je donne de l'importance aux idées noires ou ce qui ne va pas dans ma vie, je vais voir que ça. Et cultiver la gratitude, c'est au contraire, je change cette perception. Dans ce cas, je vais commencer à voir qu'est-ce qui va bien dans ma vie. Parce que dans une journée, même s'il nous arrive plein de tuiles, en réalité, si on cherche bien, il y a peut-être un moment où on était bien. Peut-être que j'ai passé un bon moment en terrasse avec une copine, ou j'ai mangé mon plat préféré, je me suis pris un petit bain chaud, je ne sais pas. Et dire, tous les soirs, au début, il y a une sorte, je m'oblige un peu à regarder ce qui va bien dans ma vie. J'ai un toit, je mange à ma faim, ou des choses comme ça peut-être. Et dire, finalement, il y a quand même des choses qui vont bien. Et à force de pratiquer, moi j'ai commencé à tenir en fait un journal de gratitude. Donc, au début je le faisais juste mentalement, dans ma tête avant de dormir, qu'est-ce qui va bien, je trouve 3 trucs, ok. Et à un moment je me dis non mais en fait je vais l'écrire, parce que c'est pour ça que je dis l'écriture est extrêmement puissant, le fait d'écrire déjà avec un stylo, donc mon stylo à plume par exemple. Vous ancrez, c'est ça que je veux dire. Moi il y a un ancrage aussi au niveau visuel, kinesthésique, et de le voir écrit aussi.
et les jours où je vais pas bien, par exemple, si j'ai pas la forme, je peux reprendre mon journal de gratitude et voir qu'est-ce qui allait bien. Et finalement, en fait, non, j'ai des choses qui vont bien dans ma vie. Et le fait de mettre en place cette habitude de tous les jours, je tiens mon journal de gratitude, il y a eu des effets tellement transformateurs dans ma vie que je me dis, je pourrais jamais renoncer à ça. Alors pour celles et ceux qui nous écoutent, il y a votre livre qui vient de sortir, L'or de nos cicatrices, aux éditions First. Vous avez une chaîne YouTube. Tout à fait, il s'appelle Ania Tsai, les résilientes, où je partage des conseils, des outils aux personnes sur leur parcours de résilience. Et parce que moi, ce qui me passionne, c'est la transmission, le partage, parce que j'ai mis beaucoup de temps dans mon cas à trouver des outils qui m'aideraient dans mon parcours. Donc, il y en a beaucoup que j'ai découvert par moi-même, d'autres, c'est parce que je me suis fait accompagner, j'ai lu beaucoup de livres. Et au-delà de la lecture, c'est parce que j'ai mis en application, j'ai vu vraiment des changements dans ma vie. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre-là, parce que jusqu'à présent, je n'avais pas trouvé d'ouvrage qui donnait des clés concrètes aux personnes. Moi, ça ne m'intéressait pas finalement d'écrire un livre que de témoignages, voilà ce qui m'est arrivé. Parce que les gens me disent, mais moi, comment je fais concrètement? On me demande tout le temps. Il n'y a pas un jour qui se passe sans qu'on me dise, mais Ania, moi, comment je fais pour lever le poids de la culpabilité, pour accepter mon épreuve, pour sortir de la solitude? Et là, je donne des exercices pratiques, en fait, pour que les gens puissent expérimenter, parce que ça passe par la pratique. Il y a l'association également. Voilà, l'association Les Résilientes, on peut me retrouver sur lesrésilientes.com, et c'est mon blog aussi où je partage mon parcours. Tout a commencé par un blog qui après est devenu une association qui est devenue un livre. Ouais, voilà. C'est que le début. Et c'est que le début. Avec des groupes de parole proposés aux femmes et aux hommes. Et j'ai même des personnes aussi transgenres dans mes groupes de parole. C'est important pour moi de souligner. Voilà, vous réécoutez l'émission en podcast sur beurrefm.net. Vous pouvez d'ailleurs revoir la vidéo de cette émission sur notre chaîne YouTube à nous, Beurre FM. Merci d'avoir été avec nous, Nadia. À mardi. Merci, Ania. Merci d'être venue nous voir et passer une très belle journée santé sur Beurre FM.